D'accord? Fais attention, hein? C'est bon? Alors avec ce groupe, on fait l'atelier d'éducation à la santé. On se voit tous les mardis matins, donc soit avec moi, soit avec ma collègue, on est 2 infirmières. On aborde différents thèmes autour de la santé avec les jeunes. Maxime, est-ce que tu sais ce qu'on fait si jamais on se blesse en cuisine? Avec un couteau. Ouais, tu te coupes. Alors qu'est-ce que tu fais? Du sang. Il y a du sang qui coule, ouais. Ça, encore quand vous tombez, nous on peut voir quelquefois. On voit pas toujours, on voit pas tout, mais on peut voir si vous vous blessez, si vous vous cognez, si vous vous coupez, si vous tombez. Mais si vous avez mal à la tête ou mal au ventre, nous on peut pas le voir de l'extérieur. C'est pour ça c'est important de nous le dire, de pouvoir nous le dire. Claire, qu'est-ce que tu peux montrer sur la tablette? Si jamais tu as mal au ventre, tu as très mal au ventre. Tu me montres là sur le bonhomme, où est-ce que c'est? C'est là. Ok, très bien. Angelina, et tu es la maman d'Aurélien. Qu'est-ce qu'il a, Aurélien? Il a un syndrome de Wettmann-Steiner. C'est un nom sur quelque chose qu'on ne connaît pas encore, malheureusement. Qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'il sait faire? Alors, bonne question. Il sait faire du 4 pattes, il sait se déplacer sur les fesses, il sait s'exprimer à sa façon parce qu'il ne parle pas. Oui. Après, tout ce qui est manuel, regard. Déjà, c'est la connaissance qu'on peut avoir des jeunes qui va nous aider. C'est-à-dire, on va connaître leur état de base, leur comportement habituel. Et quand il y a un changement dans le comportement, on va avoir des mimiques douloureuses. Il peut y avoir des troubles du comportement. Un jeune qui devient agressif ou qui se replie sur lui-même. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on se dit « Ah, est-ce qu'il a pas mal quelque part ?» C'est pas forcément penser en termes de choses qu'ils ne savent pas faire ou qu'ils ne peuvent pas faire, mais plutôt des choses qu'ils peuvent faire. On a évolué dans notre façon de lui faire un soin de bouche. La brosse à dents, pour lui, était pas possible parce qu'il la mordait, qu'il la cassait. Les formateurs en stimulation basale nous ont expliqué qu'il y avait un réel intérêt d'apporter, même aux personnes qui ne mangent plus par la bouche, d'apporter des goûts pour avoir des sensations. Donc on est passé de la brosse à dents neutre à des bâtonnets citronnés que Jacques apprécie particulièrement. Il a fallu travailler vraiment sur l'approche qu'on pouvait avoir et lui offrir vraiment tout un panel de choses pour essayer d'apaiser un petit peu toutes ces sensations qui étaient désagréables pour lui. La personne handicapée, qui est déjà exclue par rapport à son handicap, ou qui a ce sentiment d'exclusion par rapport à son handicap, si en plus par rapport aux soins, elle a encore ce sentiment d'exclusion, mais on marche un peu sur la tête. Bonjour Marie-Annick. Alors, qu'est-ce que fait une référente accueil? Alors moi je suis pour, comme dit le mot, accueillir les gens, c'est-à-dire essayer de les recevoir comme je souhaiterais être reçue, de manière à ce que les gens se sentent un peu mieux dans l'établissement, soient moins angoissés, et essayer de leur apporter des informations sur les personnes qu'ils accompagnent, de manière à ce que la vie soit pour eux un peu moins pénible dans le centre hospitalier. Alors nous, si vous voulez, en fait, justement, pour éviter que l'hôpital soit vécu comme une agression ou comme un facteur déclencheur ou aggravant la situation, on essaie que cet accueil soit un peu privilégié. Donc justement, avec des personnes comme Annick, avec son côté humain, son côté d'appréciation des difficultés, arrive à faire un tri pour prioriser les personnes et pour essayer de les mettre dans un endroit qui soit un peu plus protégé. Quand je l'accueille, j'essaye au maximum de la prendre en charge, de voir avec mes collègues infirmiers, parce que ce n'est pas moi qui suis responsable de l'accueil, mais c'est l'infirmier d'accueil et d'orientation qui est responsable de la zone d'accueil. Moi, je suis là pour soulager leur travail et surtout qu'ils soient libérés des tâches téléphoniques, qu'ils soient libérés des tâches d'administration. Tout à fait, de manière à ce que lui, il fasse les soins et qu'il soit dans la totalité de son métier et qui soit encore plus présent pour la personne qu'on accueille, qu'elle soit handicapée ou pas. Il ne faut pas oublier qu'un patient, si mon patient s'appelle patient, c'est parce qu'il faut qu'il ait de la patience. On n'a pas tout d'un coup et tout de suite. Et ce fait de ne pas avoir cette capacité met tout le monde en difficulté, que ce soit les médecins de ville qui, en salle d'attente, qui sont remplies avec des gens qui sont pas toujours contents, aux urgences avec les mêmes types de patients,
Le deuxième problème qui se passe aussi, c'est que l'accès à certains types d'examens n'est pas aussi facilitant. Donc, ce qui fait que la médecine de ville peut-être. Ils ont besoin d'aide. C'est évident, c'est évident. On est le médecin de famille, en fait. Vous êtes le médecin de famille. On est le médecin traitant. Et ça, c'est très. D'abord parce que tu les connais mieux. Oui. Parce que tu es familier avec eux. Oui. Parce que et aujourd'hui, c'est toi qui construis le parcours de soins. Je pense que quand on arrive à l'hôpital, enfin, aux urgences, c'est souvent trop tard. C'est que pas mal d'éléments n'ont pas été mis en place en amont et que les urgences, ça doit être accessible comme pour toute personne, mais que ça ne doit pas être le lieu ressource premier. C'est le seul endroit où on ne devrait refuser personne. Par contre, on peut orienter. Ce qu'on fait tous les jours, ce que fait l'infirmière d'accueil, ce que fait le médecin d'accueil. Et là, ça ne devient pas un refus. On est bien d'accord, c'est une orientation. On s'assoit tranquillement. Nous ne pouvions pas faire soigner l'élan de Louis. Il avait eu des soins de carie dentaire, mais sous anesthésie générale. Et puis, Louis est venu avec un de ses copains qui s'appelle Fabien. Ni l'un ni l'autre ne s'était jamais assis sur un fauteuil dentaire, ni l'un ni l'autre. En fait, son ami passait en premier pour la consultation, les soins, et puis après, Louis, du coup, a pris confiance également. Et donc, eh bien, Fabien a montré à Louis, et Louis s'est assis sur le fauteuil. Très rapidement, on s'est rendu compte que Louis était beaucoup plus dans l'interaction, dans la communication. J'ai appris aussi un petit peu à le connaître, à comprendre un petit peu ses craintes. Est-ce que le fait de travailler avec des personnes vivant avec un handicap a enrichi ton métier? Oui, oui. J'ai confiance en moi maintenant. Quand ils arrivent, je leur parle plus facilement qu'au début. Je ne savais pas quel comportement adopter les premières fois, au tout début. Voilà, mon équipe, elle a réussi un petit peu à suivre toute cette dynamique que j'ai pu mettre en place autour de la prise en charge de la personne présentant un handicap, tout simplement en voyant que c'était possible. Pour moi, c'est l'engagement d'accueillir tous les patients, quelle que soit leur maladie, leur handicap, leur différence. Moi, j'ai été cadre aux urgences et le handicap, pour moi, c'était pas aussi prégnant qu'ici. On prend en charge à peu près 500 enfants ici sur le service de chirurgie ambulatoire et on a des plages horaires où on fait des IRM sous anesthésie générale par rapport à justement des troubles du comportement ou des détections de retard mental. Et là, je me suis rendu compte que oui, il y avait beaucoup d'enfants handicapés et d'adultes handicapés et d'autistes. Et je pense que c'est là où je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. Je suis allée à Rennes en 2003 pour faire ma trachéotomie. Tout s'est bien passé. Au niveau médical, mais par rapport à la prise en charge, il n'avait pas le temps de me donner à manger, en fait. Il a fallu faire appel à un service d'aide. Et en fait, tout a été de ma poche, en fait. Il faut vraiment qu'on travaille à replacer le soin dans l'ensemble des endroits où vit la personne habituellement. Il y a des problèmes aussi d'accessibilité par rapport à la prise en charge financière des soignants. Parce que c'est vrai que si une consultation est très longue, le praticien ne s'y retrouve pas. Et ça peut être un blocage dans l'accès aux soins. C'est vrai que si on prend les compétences d'une maison de l'autonomie ou d'une MDPH au sens strict, on est là pour évaluer des besoins et mettre en face des moyens de compensation, des orientations notamment, mais finalement, ça ne sont que des outils. C'est un élément important, parfois essentiel, pour permettre l'école de l'autonomie, mais ça ne sera jamais suffisant. Et tout l'intérêt, je pense, d'avoir une MDPH ou une maison de l'autonomie rattachée, par exemple, à une collectivité territoriale comme le département, c'est que ça permet de s'ouvrir sur d'autres champs. Le fond de la mission de CARPAP, c'est en effet d'avoir une approche globale de la personne et d'imaginer non seulement ce qu'elle va être dans sa vie demain, donc chez elle, en institution, mais aussi dans son travail. Et donc on a, comme je disais tout à l'heure, des équipes qui s'intéressent à ces questions-là. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as remarché?
Que je pouvais tout faire, de l'autonomie, de la liberté. Qu'est-ce qui t'a donné envie de remarcher? C'est aussi ma famille, mon entourage. Ouais. Ouais, ils m'ont aidé. Et t'ont aidé? Et ici aussi, tout le personnel. Ils sont tous sympathiques ici. Ils prennent soin de nous et on grandit ici. On devient plus mature. Ça fait 5 ans qu'il y a l'IME, donc c'est un grand combat. Parce qu'il faut bien se dire que quand ils n'ont pas d'accompagnement, les parents ne peuvent pas travailler. Mais quand on est une famille d'un enfant avec un handicap, je pense qu'on entend tout le temps parler de tout ce qu'il ne peut pas faire, de son handicap, de tout ce qui va le bloquer dans la vie, qu'il va falloir qu'il ait une infirmière qui soit toujours disponible, qu'il va falloir qu'à l'école, il ait toujours quelqu'un derrière lui. Et donc les parents, en fait, plutôt que lui dire la personne qui va venir, qui va accompagner, va l'aider pour qu'ils développent tout ce qu'ils savent faire. Une fois qu'ils sont pris en charge dans un IME, qu'ils ont une structure, qu'ils ont comme un enfant scolarisé en fait, hein, c'est pareil, ils ont un rythme, ils ont l'éveil, ils ont des choses que nous on peut pas leur apporter. Comme je dis, c'est avant qu'ils rentrent ici qu'on a galéré le plus en fait. Et je pense que déjà le préalable, c'est de se dire que chaque personne est unique et que que ça soit pour les soignants ou pour les enseignants, dire faut prendre la personne dans sa globalité et avoir un discours positif aussi auprès des familles. Parce que l'autonomie, c'est pas juste la compensation immédiate du handicap, c'est aussi la façon dont l'ensemble de la société accepte les personnes concernées. Et donc, très rapidement, on doit basculer sur des champs comme le logement, comme les transports, comme les loisirs, comme l'accès à la culture, par exemple. Moi, j'ai déjà travaillé en milieu ordinaire. Et en fait, je n'ai eu que des contrats aidés. Donc, c'était 20 heures par semaine parce que j'arrive pas à avoir des contrats, des CDI, j'arrivais pas. L'ESAT est un endroit plus confortable pour travailler pour toi. Oui, moi je m'y sens bien. Actuellement, je m'y sens bien. Tu te sens bien. On a un projet individualisé, personnalisé, donc qui est fait avec la personne. Donc il y a un temps d'échange, ce sur quoi on peut accompagner la personne, sur ses besoins. Et suite à ça, on va essayer ensemble de construire quelque chose qui corresponde vraiment à la personne pour qu'elle puisse atteindre des choses, des objectifs, des souhaits, peut-être des rêves. Je pense qu'au départ, il y a tout un tas d'étapes qui vont les amener à progressivement accepter une nouvelle situation. Donc, il y a un moment sans doute d'espoir avec l'idée et une attente très très forte vis-à-vis de CARPAP qu'on va les remettre debout, qu'on va leur permettre de retrouver leur vie d'avant. Mais voilà, pour un certain nombre d'entre eux, ce sera pas ça. Et il y a donc tout un chemin qui va nécessiter un accompagnement, d'une prise de conscience de l'après. Il y a l'évolution aussi de l'accompagnement. C'est vrai qu'on n'accompagne pas une personne de la même manière le premier jour, et puis quand c'est des personnes qu'on accompagne depuis 3, 4, 5 ans, il y a vraiment une confiance qui s'installe, qui s'établit. J'ai une maladie d'une attaxie de Friedrich. J'ai devenu infirmière, le SAMSAM, bientôt. Pour tout ce qui est organisation, justement, les rendez-vous médicaux, les choses vraiment globales, c'est le SAMSA qui gère et c'est super. C'est super parce que c'est vraiment ce qui lui permet de rester à la maison, d'éviter des hospitalisations. C'est même la dernière fois pour la pause de GPE, tout a été organisé, les sorties d'ici, c'était super. Le but, c'est de maintenir l'autonomie au maximum des gens en leur apportant notre aide et en essayant que leur vie soit plus douce et moins dans le handicap, justement. Oui. Donc, essayer de soulager des douleurs, essayer de mobiliser pour justement qu'un transfert soit moins difficile. Il y a tout un tas d'éléments à prendre en considération pour prendre la personne dans sa globalité et qu'elle aille mieux au quotidien, quoi. Ça va? Moi, du moment où je suis pas hospitalisée, ça le fond. Ah, du moment que ça se passe dans la journée, voilà. Tu veux pas rester couché là-bas? Non. Moi, il est hors de question que je reste couché dans un hôpital. Hein. Oui, c'est pour ça que je préfère rester tout seul. Je préfère rester à la maison. De toute façon, et tout ce que j'ai, le SAMSAM, le cabinet médical, tout ça. Je peux rester à domicile. Pour moi, il est capital de pouvoir interagir avec mes collègues médecins, ce qui demande du temps, ce qui demande une certaine formation et une certaine sensibilisation des professionnels de santé au handicap, et ça on en a parlé.
les résidents qui vous disent il m'a parlé comme si j'étais sourd alors qu'en fait je suis juste dans un fauteuil. Moi j'ai besoin d'avoir du temps pour aller vers mes collègues et leur expliquer les problématiques de mes résidents. Pour moi, on ne peut pas penser le handicap en le pensant sans les personnes qui le vivent au quotidien. Ça me semble, et c'est pareil dans leur démarche de soins. On ne peut pas penser mettre en place une organisation qui est pensée sans la personne, sans lui donner une place, sans lui donner son avis, sans créer les outils, sans lui donner l'outil aussi personnellement pour qu'elle puisse y accéder. On apprend énormément de nos enfants, on sait comment ils fonctionnent et il n'y a que nous qui le savons. Voilà. N'importe quel médecin peut avoir fait autant d'années qu'il veut dans n'importe quelle spécialité, il ne saura pas aussi bien que nous. Si les parents disent il faut faire comme ça, même si c'est pas la procédure officielle, il faut faire comme ça, parce qu'autrement les soins vont pas bien se passer. Il faut savoir déjà qu'en mars 2014, quand j'ai été réélu maire de Vannes, j'ai mis un maire adjoint délégué aux personnes handicapées. Et donc, depuis maintenant 5 ans, avec Christelle Delattre, nous travaillons quotidiennement à l'ouverture de notre ville. Donc, cette inclusion de la personne différente, de la personne handicapée, c'est quelque chose qui doit guider notre action au quotidien. On doit franchir encore un nouveau cap. C'est effectivement comment ce n'est pas vécu comme quelque chose de supplémentaire, de faire des travaux d'accessibilité, de former du personnel. Parce que même si vous êtes personnel soignant, vous n'êtes pas forcément formé à appréhender ou à encadrer ou à accompagner des personnes handicapées. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on prenne en charge la personne dans son intégrité. Et effectivement, la charte Romain Jacob, je trouve que c'est important de la connaître, c'est être humain, tout simplement. Voilà la charte qui effectivement est intégrée à ce livret d'accueil, puisque c'est notre fil conducteur par rapport au respect de valeurs qui dépassent le groupe hospitalier Bretagne Sud, puisque ce sont des valeurs que tout établissement et tout professionnel doit respecter. Alors cette charte aide, elle est sans doute encore insuffisamment connue, et je crois que nous devons encore les uns et les autres œuvrer pour la faire connaître davantage. Mais il faut prendre le temps, effectivement, de la relire et surtout prendre le temps de la faire lire. En Bretagne comme ailleurs, et comme nous a montré l'enquête Handifaction, les personnes vivant avec un handicap ont encore beaucoup de mal à être écoutées et entendues dans leurs problématiques d'accès aux soins. On voit bien que les aidants ne peuvent pas toujours accompagner les personnes lorsqu'elles sont à l'hôpital, et ça peut vraiment entraîner des problèmes de diagnostic même, et des problèmes vraiment réels de prise en charge, et même la réalisation de tous les soins, que ce soit les soins les plus simples ou les soins les plus complexes, est souvent trop difficile pour ces personnes. On vient d'ouvrir pour la première fois à Vannes en septembre dernier, le 26 août, même pour être très précis, une première année de médecine à Vannes. On a 25 étudiants. Je me suis beaucoup battu avec le doyen de la faculté de médecine de Rennes 1 pour l'avoir à Vannes, cette formation. Je suis pas sûr encore aujourd'hui qu'il y ait dans leur cursus de formation, effectivement, une approche, une sensibilisation au handicap. On apprend grâce aux patients. Plus on en voit, plus je pense que nos craintes diminuent par rapport à ce type de prise en charge. Moi, j'aimerais saluer la CPAM du Morbihan, puisque elle a ouvert il y a quelques années maintenant, je ne sais pas si ça fonctionne toujours, elle a ouvert un cabinet de soins dentaires au cœur de ville à Vannes pour des polyhandicapés. Il nous faut travailler, c'est ce que nous faisons, en tout cas nous le faisons et nous allons continuer à le faire, pour que les professionnels soient vraiment formés et soient en capacité, par une bonne formation, par un temps nécessaire, parce que accueillir des personnes porteurs de handicap, ça peut prendre un peu plus de temps, effectivement. Voilà, et il faut être en capacité de donner ce temps. Moi, j'ai toujours été quand même admirative de mes professionnels qui interviennent au quotidien auprès des personnes. Enfin, j'ai des personnes qui sont engagées depuis 30 ans et ils sont toujours dans une réflexion, une recherche aussi d'autonomie de la personne, toujours dans cette option et toujours à garder aussi un regard positif au niveau de l'établissement. Alors après, les valoriser, c'est reconnaître leurs compétences. Je pense qu'il y a aussi la question du sens. On est dans une société où beaucoup de personnes cherchent du sens
à leur travail. Et c'est vrai que ce sens, quand on accompagne la personne, quand on lui laisse une place et qu'on laisse la personne aussi venir à sa rencontre, la rencontrer, quand on la respecte en tant que telle, et ben du coup, on trouve assez vite du sens au travail qu'on donne. Et c'est vrai qu'on accompagne 33 personnes avec des compétences toutes différentes, des gens tous différents, et on apprend tous les jours. Qui qu'on soit, on a toujours une appréhension par rapport au handicap. Et cette appréhension du handicap, elle doit être vécue dès le plus jeune âge. Elle doit être acceptée par tous. Plus on va travailler pour les personnes en situation de handicap, plus le regard de la société, mais on parle du handicap, mais même sur la différence, va évoluer. Pour moi, il y a un enjeu, quand on parle de l'accès aux soins, prendre soin d'une personne au sein de l'hôpital, et ben c'est aussi une personne qui vit avec un handicap, mais c'est aussi une personne qui à un moment est à la rue. C'est une personne qui a des origines et une identité donc différente, qui vient d'un autre pays. Enfin, pour moi, ce travail-là, il est en faveur des personnes qui vivent en handicap, mais aussi en faveur de tous et de la société, et de la prise en compte de la différence.